La fille du millionnaire est tombée amoureuse d'un humble fermier et son père l'a menacée. Ce que le fermier a fait a mis le millionnaire à genoux. Héloïse Moreau était habituée à la perfection. Chaque matin, elle se réveillait dans une chambre où tout, du linge de lit en satin à la vue imprenable sur les toits parisiens, semblait sorti d'un magazine de luxe. Mais pour elle, tout cela avait perdu son éclat depuis longtemps. À 27 ans, elle vivait toujours sous l'ombre imposante de son père, Claude Moreau, un magnat de l'immobilier reconnu pour son empire et sa poigne de fer. Claude n'était pas seulement un homme d'affaires, il était une figure imposante, presque mythique, aux yeux de ses associés. Il incarnait le succès, la discipline et l'autorité. Aux yeux d'Héloïse, il représentait un poids. Une cage dorée dont elle ne trouvait pas la clé. Toute sa vie, il avait veillé à ce qu'elle suive des règles strictes, des études dans les meilleures écoles, des fréquentations choisies et surtout, une distance nette avec ceux qui n'appartiennent pas à notre monde. Ce matin-là, autour d'un petit déjeuner servi par une domestique silencieuse, Claude détaillait ses plans pour un nouveau projet immobilier. La Provence est un joyau sous-exploité, expliquait-il en consultant des cartes et des rapports. Nous allons transformer ces villages poussiéreux en stations haut de gamme. Héloïse, tu m'accompagneras pour superviser. Héloïse releva les yeux de son café. Surprise? Moi? Oui. Il est temps que tu comprennes comment fonctionne vraiment notre entreprise. Ce sera une opportunité d'apprendre. Elle savait que discuter était inutile. Claude Moreau n'acceptait pas de refus, surtout lorsqu'il s'agissait de ses ordres. Cependant, l'idée de quitter Paris pour quelques jours ne lui déplaisait pas complètement. Le lendemain, Héloïse se retrouva dans la voiture de son père, filant sur l'autoroute en direction du sud. À travers les vitres teintées, elle observait les paysages changer, les gratte-ciel cédant la place aux collines verdoyantes et aux champs de lavande. Pourtant, son esprit restait alourdi par une mélancolie qu'elle n'arrivait pas à chasser. « Tu sais, Héloïse, » commença Claude sans quitter la route des yeux. « Ces projets ne sont pas juste des affaires, ils représentent un avenir. Chaque terrain, chaque pierre que nous touchons, nous construisons quelque chose qui dure. » Elle hocha la tête par automatisme. Mais son cœur n'y était pas. La Provence lui semblait être un autre monde, loin des salons parisiens et des dîners d'affaires pompeux auxquels elle était habituée. « Tu devrais être reconnaissante, » continua Claude. « Peu de jeunes femmes ont l'opportunité d'être à la tête d'un tel empire. Un jour, tout cela sera à toi. » Ces mots, censés la flatter, la laissèrent froide. Elle savait que l'empire Moreau n'était pas une promesse de liberté, mais une chaîne supplémentaire. Quelques heures plus tard, alors que la lumière du jour s'estompait derrière des nuages sombres, leur voiture traversait une route sinueuse entourée de vignobles. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis avec une intensité qui rendit la visibilité presque nulle. « Je vais ralentir », annonça Claude, crispé sur le volant, mais même à vitesse réduite, la route devint impraticable. Un arbre tombé barrait le chemin, les forçant à s'arrêter. Claude, exaspéré, donna un coup sur le volant. « Nous allons attendre que la route soit dégagée. Reste dans la voiture. » Pour Héloïse, attendre sous la pluie battante n'était pas une option. Elle ouvrit la portière et sortit, son parapluie presque inutile face à la force du vent. « Je vais chercher de l'aide. » Héloïse, rêve. Mais sa voix fut emportée par le tonnerre. Elle marcha, ses talons glissant sur le chemin boueux. Chaque pas était un effort, mais quelque chose la poussait à avancer. La pluie ruisselait sur son visage, mêlée à une sueur froide. Finalement, elle aperçut une lumière vacillante au loin, une maison entourée de vieux chênes, trempés et frigorifiés. Elle frappa à la porte. Un homme ouvrit, grand, avec des traits marqués et des mains calleuses. Il semblait sortir d'un autre siècle. « Bonsoir, vous êtes perdu ?» demanda-t-il, sa voix douce mais empreinte d'une certaine méfiance. « Ma voiture est bloquée, et la tempête... » Elle tremblait, incapable de finir sa phrase. « Entrez, vite !» La chaleur de la maison la frappa immédiatement. Une cheminée crépitait dans un coin, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Des étagères remplies de livres et d'objets anciens tapissèrent les murs, un contraste frappant avec le minimalisme froid de son appartement parisien. « Je m'appelle Olivier », dit-il en lui tendant une serviette. « Je vais chercher quelque chose pour vous réchauffer. » Alors qu'elle s'asseyait près du feu, Héloïse sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un calme, un ancrage. La tempête, bien que furieuse à l'extérieur,
semblait s'être apaisée à l'intérieur. Le lendemain de sa nuit agitée, Héloïse se réveilla au son des coups rythmés à sa porte. « Mademoiselle Héloïse, votre père vous attend en bas », annonça la voix calme mais insistante de Marie, l'intendante de la maison. Avec un soupir, Héloïse se redressa, chassant les bribes de rêves confus qui flottaient encore dans son esprit. En descendant les escaliers majestueux de leur hôtel particulier parisien, elle trouva son père prêt, vêtu impeccablement d'un costume sombre. À ses pieds, des valises soigneusement alignées attendaient d'être chargées dans la voiture. « Enfin !» s'exclama Claude, jetant un regard impatient à sa montre. « Nous devons partir immédiatement si nous voulons arriver avant la réunion. » Héloïse s'installa dans la voiture de luxe, son regard fixé sur les rues animées de Paris qui défilaient devant elle. La voiture glissait silencieusement sur l'asphalte, laissant derrière elle le chaos habituel de la capitale. Pourtant, l'excitation habituelle des voyages ne l'atteignait pas. Alors que le paysage urbain faisait place à des étendues plus vertes, son esprit vagabondait. Elle se souvenait des rares moments de répit dans son enfance, où elle pouvait échapper à l'agitation constante des affaires de son père. Ces instants, bien que rares, étaient gravés dans sa mémoire, comme des trésors enfouis sous des années d'obligation. « Tu devrais te préparer mentalement pour ce que tu verras là-bas », commença Claude, interrompant le fil de ses pensées. « Les villages que nous visitons aujourd'hui sont archaïques, des terres pleines de potentiel, mais coincées dans le passé. Avec notre vision, nous allons transformer tout cela en un centre de luxe et de modernité. » Héloïse hocha la tête, mais intérieurement, elle ressentait une pointe de malaise. Elle connaissait le jargon de son père, ce langage qui réduisait des communautés entières à de simples opportunités. Alors qu'ils traversèrent les collines ondulantes de la Provence, Héloïse ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté brute de la région. Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue. Mêlés à des vignobles soigneusement entretenus, le ciel d'un bleu limpide semblait s'étirer à l'infini, contrastant avec le gris bétonné de Paris. « C'est magnifique », murmura-t-elle presque pour elle-même. Claude, absorbé par ses dossiers, leva à peine les yeux. « Oui, et imagine ce que nous pourrions faire ici. Des hôtels 5 étoiles, des spas, des villas privées. Tout cela attirerait une clientèle internationale. » Le contraste entre leurs perspectives était frappant. Là où Héloïse voyait un paysage intact, Claude voyait un projet à exploiter, alors qu'ils s'approchèrent de leur destination. Un nuage sombre commença à s'accumuler à l'horizon. La radio grésilla soudain, annonçant une alerte météorologique pour la région. « Rien d'alarmant », déclara Claude, bien que sa mâchoire se soit légèrement crispée. « Nous serons arrivés avant que cela n'empire. » Cependant, à mesure qu'ils avançaient, la pluie commença à tomber, d'abord en fines gouttelettes, puis en torrents puissants. La visibilité se réduisit considérablement, forçant Claude à ralentir. La route, bordée d'arbres anciens, semblait se refermer sur eux sous le poids de la tempête. « C'est absurde », marmonna Claude, luttant pour garder le contrôle du volant. « Ces routes provinciales sont un cauchemar. » Un bruit sourd retentit soudain. Suivi par le craquement sinistre d'un arbre s'effondrant devant eux, Claude freina brusquement, la voiture s'immobilisant à quelques mètres de l'obstacle. « Parfait !» grogna-t-il, frappant légèrement le volant. « Nous allons attendre que la route soit dégagée. » Héloïse, cependant, avait d'autres idées. La claustrophobie de la voiture, combinée à l'atmosphère tendue, était insupportable. Ignorant les protestations de son père, elle ouvrit la portière et sortit dans la pluie battante. « Héloïse, reviens ici immédiatement !» cria Claude, mais sa voix se perdit dans le grondement du tonnerre. La pluie ruisselait sur le visage d'Héloïse tandis qu'elle avançait à tâtons sur le chemin boueux. Chaque pas était une lutte contre le vent hurlant, mais elle refusait de revenir sur ses pas. La sensation de liberté mêlée à l'adrénaline l'incitait à continuer. Après ce qui sembla une éternité, elle aperçut enfin une lumière vacillante au loin. Une maison, trempée jusqu'aux os et tremblante de froid. Elle se dirigea vers la porte et frappa avec insistance. La porte s'ouvrit sur un homme grand et robuste, ses traits marqués éclairés par la lueur chaude de l'intérieur. Ses vêtements simples et ses mains calleuses indiquaient une vie de travail acharné. « Bonsoir », dit-il, sa voix grave adoucie par une pointe de curiosité. « Vous êtes perdu. Ma voiture, la tempête », balbutia-t-elle, incapable de formuler une phrase complète. « Entrez vite, vous allez attraper froid. » La chaleur de la maison enveloppa immédiatement Héloïse.
le crépitement du feu dans la cheminée, l'odeur de bois brûlé et les murs ornés d'étagères pleines de livres et d'objets rustiques créaient une ambiance réconfortante. L'homme lui tendit une serviette, son regard empreint d'une sincérité désarmante. « Je m'appelle Olivier, prenez place. Je vais chercher quelque chose pour vous réchauffer. » Héloïse s'assit près du feu, son regard parcourant la pièce. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi en paix. Dehors, la tempête faisait toujours rage. Mais pour Héloïse, un calme inattendu venait de naître à l'intérieur. Héloïse resta assise près du feu, essayant de réchauffer ses mains tremblantes. La chaleur douce de la cheminée commençait à chasser l'humidité qui s'était infiltrée dans ses vêtements. Olivier revint rapidement, portant un plateau avec une tasse de thé fumant et une couverture en laine. « Buvez ça, ça vous fera du bien », dit-il en déposant le plateau devant elle. « Merci, Olivier, c'est ça », murmura-t-elle, encore un peu hésitante. « C'est bien ça. Et vous, mademoiselle ?» demanda-t-il, en s'asseyant sur une chaise en bois près de la cheminée. « Héloïse », répondit-elle, en serrant ses mains autour de la tasse chaude. Un silence s'installa, seulement interrompu par le crépitement du feu. Olivier l'observait discrètement, intrigué par cet inconnu élégamment vêtu mais visiblement perdu. « Vous venez d'où, Héloïse ? Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un comme vous dans les parages. » Elle hésita un instant avant de répondre. « De Paris, mon père et moi étions en route pour un rendez-vous professionnel, mais la tempête nous a bloqués. J'ai vu la lumière de votre maison et... me voilà. » Olivier hocha la tête, un léger sourire en coin. « Paris, ça doit être bien différent d'ici. » « Très différent, » admit-elle, ses yeux se perdant dans la danse des flammes. Olivier se leva et attrapa un bocal en verre sur une étagère. « Vous avez faim. J'ai de quoi préparer quelque chose de simple. »« Non, merci. Je suis juste épuisée, » dit-elle doucement, sentant la fatigue de la journée l'envahir. Il hocha la tête à nouveau, respectant son silence. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi, chacun plongé dans ses pensées. Pour Héloïse, cette maison dégageait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Chaque détail semblait raconter une histoire. Des livres poussiéreux aux outils accrochés au mur. « Cette maison est charmante, » dit-elle finalement. Olivier sourit, son regard se posant sur la pièce. « Elle appartient à ma famille depuis plusieurs générations. Mon grand-père l'a construite de ses propres mains. Chaque pierre, chaque poutre a une histoire. » Héloïse fut frappée par la manière dont il parlait de sa maison, avec une fierté tranquille et sincère. C'était un contraste saisissant avec la vision de son père, pour qui les bâtiments n'étaient que des investissements à exploiter. La pluie continuait de battre contre les fenêtres, et le vent hurlait à travers les arbres. Olivier se leva et jeta une nouvelle bûche dans le feu, envoyant une pluie d'étincelles dans l'air. « Votre père doit être inquiet, » dit-il, rompant le silence. « Peut-être, » répondit-elle, un brin d'amertume dans la voix. « Mais il est plus préoccupé par ses projets que par moi. » Olivier la regarda. Un sourcil levé. « Vous ne semblez pas très proche de lui. » Elle soupira. « Disons simplement que nous avons des visions différentes de la vie. »« Ça, je peux comprendre, » dit-il, en s'asseyant à nouveau. « Et vous, quelles sont vos visions, Héloïse ?» Cette question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment réfléchi à ses propres désirs, trop occupée à suivre le chemin tracé par son père. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle après un moment. « Peut-être quelque chose de plus simple, de plus vrai. » Olivier sourit doucement. « Alors peut-être que la Provence vous plaira plus que vous ne le pensez. » Le temps passa. Et Héloïse sentit ses paupières devenir lourdes. Olivier remarqua son épuisement et se leva. « Vous pouvez rester ici cette nuit. J'ai une chambre d'amis. Ce n'est pas un hôtel parisien, mais ça fera l'affaire. » Elle voulut protester par politesse, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre option. « Merci, Olivier. Je vous suis vraiment reconnaissante. C'est normal, ici. On aide ceux qui en ont besoin, » répondit-il simplement. Il lui montra une petite chambre au bout du couloir, modeste mais chaleureuse, avec un lit recouvert d'un couvre-lit en patchwork. « Reposez-vous, je suis juste à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle s'assit sur le bord du lit, observant la pièce. Les murs étaient ornés de photos anciennes, montrant des visages souriants dans des champs de vignes. Elle se sentit étrangement à l'aise, comme si cette maison avait un pouvoir apaisant. Pendant ce temps, dans la voiture, Claude attendait toujours.
le visage sombre. La tempête ne montrait aucun signe de faiblir, et il était furieux qu'Héloïse ait décidé de partir seule. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse, et l'inquiétude commençait à s'infiltrer derrière sa façade impassible. Quelle idée de quitter la voiture dans une tempête, marmonna-t-il. Mais pour Héloïse, cette décision impulsive marquait le début de quelque chose de nouveau. Elle n'en avait pas encore conscience, mais cette nuit allait changer le cours de sa vie. Allongée dans le lit confortable de la maison d'Olivier, elle écoutait la pluie marteler le toit. Un mélange de fatigue et de sérénité l'enveloppa, et pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans le poids des attentes pesant sur ses épaules. Le lendemain matin, Héloïse se réveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur. Le ciel, qui avait été assombri par la tempête, était maintenant clair et lumineux, baigné par une lumière douce et dorée. Elle s'étira, réalisant à quel point elle s'était bien reposée malgré les circonstances. En sortant de la chambre, elle sentit l'odeur réconfortante du café fraîchement préparé. Elle trouva Olivier dans la cuisine, debout devant un vieux poêle en fonte, préparant des œufs. « Bonjour », dit-il en se tournant vers elle, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Bien dormi ?»« Oui, très bien, merci », répondit-elle. Un peu gênée, elle n'était pas habituée à ce genre d'accueil simple mais sincère. « Installez-vous », dit-il en déposant une assiette devant elle. « Ce n'est pas un petit déjeuner 5 étoiles, mais ça devrait suffire à vous donner des forces. » Héloïse s'assit et prit une bouchée. Le goût riche et naturel des œufs la surprit. « C'est délicieux », dit-elle. Olivier rit doucement. Les choses simples sont souvent les meilleures. Pendant qu'ils mangeaient, ils discutèrent. Olivier lui parla de sa vie à la ferme, des défis constants pour entretenir les vignes et des cycles de la nature qu'il respectait profondément. « Et vous, Héloïse, que faites-vous à Paris ?» demanda-t-il en sirotant son café. Elle hésita. Parler de son rôle superficiel dans l'empire de son père lui semblait déplacé dans cet environnement. « Je travaille avec mon père, il est dans l'immobilier. »« Je vois », répondit-il, sans jugement dans la voix. « Ce n'est pas trop stressant. Disons que ce n'est pas exactement ce que j'aurais choisi, » admit-elle. Baissant les yeux, Olivier hocha la tête. Il est difficile de suivre un chemin qui ne nous appartient pas. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur ce qu'elle ressentait depuis des années. Après le petit déjeuner, Olivier lui proposa de faire un tour de la propriété. Héloïse accepta avec enthousiasme, curieuse de découvrir cet univers qui lui était totalement étranger. Ils sortirent, et elle fut immédiatement frappée par la beauté du paysage. Les vignes s'étendaient à perte de vue, chaque rangée parfaitement alignée. Olivier lui montra les différentes variétés de raisins. Expliquant comment chaque détail, du sol à l'ensoleillement, influençait la qualité du vin. « C'est un travail qui demande de la patience et beaucoup de dévouement », dit-il, caressant doucement une feuille de vigne. Héloïse l'écoutait avec fascination. Il parlait avec une passion qu'elle n'avait jamais entendue chez son père, ou les associés de celui-ci. Ils continuèrent leur promenade, passant devant un vieux puits en pierre et un petit verger où des pommiers commençaient à fleurir. Héloïse ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant des abeilles butiner autour des fleurs. « Vous semblez aimer cette vie », observa-t-elle. « C'est plus qu'une vie », répondit Olivier. « C'est une identité, une connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Ici, tout est lié. » Ces paroles la touchèrent de profondément. Elle réalisa à quel point elle s'était sentie déconnectée à Paris, où tout semblait tourner autour de l'argent et du pouvoir. Alors qu'il retournait vers la maison, Olivier s'arrêta soudain près d'un vieux chêne. « Vous voyez cet arbre ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mon grand-père m'a dit qu'il a été planté le jour de son mariage. Il disait toujours que les racines d'un arbre sont comme celles d'une famille. Si elles sont profondes et solides, rien ne peut les déraciner. » Héloïse sentit un nœud se former dans sa gorge. Ces paroles lui rappelaient cruellement l'absence de ce genre de connexion dans sa propre vie. En arrivant à la maison, ils trouvèrent Claude sur le pas de la porte, visiblement agacé. « Héloïse, que fais-tu ici ? J'ai passé toute la nuit à te chercher. »« Papa, calme-toi, » dit-elle en s'approchant de lui. « J'ai trouvé refuge ici à cause de la tempête. » Claude jeta un regard rapide à Olivier, et Héloïse sentit immédiatement son jugement. « Merci de l'avoir aidé, » dit-il d'un ton sec à Olivier, sans un sourire. « Nous devons partir immédiatement. » Héloïse hésita, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se tourna vers Olivier. « Merci pour tout, vraiment. Bon voyage, Héloïse. »
répondit-il simplement, son regard sincère fixant le sien. Sur le chemin du retour, Claude resta silencieux pendant un long moment, avant de finalement briser le silence. « Ce n'est pas un endroit pour toi, Héloïse. Ces gens vivent dans un autre monde. Et alors ?» répliqua-t-elle, sentant une pointe de colère monter en elle. « Peut-être que leur monde est mieux que le nôtre. » Claude la regarda, surpris par son ton. Mais au lieu de répondre, il se replongea dans ses pensées, laissant Héloïse contempler les paysages de la Provence qui défilaient devant elle. Elle savait qu'elle reviendrait ici. D'une manière ou d'une autre, de retour à Paris, Héloïse ressentait un malaise croissant. La vie qu'elle menait habituellement, avec ses réceptions mondaines et ses réunions interminables, lui semblait soudain plus creuse que jamais. Ses pensées revenaient sans cesse à cette matinée passée dans les vignes de la ferme d'Olivier. Assise dans son bureau au siège de l'empire immobilier de son père, elle feuilletait distraitement des dossiers, les chiffres et les projections de rendement qu'elle avait autrefois étudiées avec attention n'évoquaient plus rien en elle. « Héloïse » appela Claude en entrant dans la pièce. « Je t'ai assigné une nouvelle tâche. Nous allons renforcer notre présence dans la région de Provence. J'aimerais que tu prépares un dossier complet sur les propriétés environnantes. » Son cœur se serra. La Provence, l'idée que son père envisageait de s'attaquer à cette région, la dérangeait profondément. « Tu peux commencer par cet endroit où tu as été bloqué pendant la tempête, » ajouta-t-il négligemment. « Il y a sûrement quelque chose à faire avec ces terres. » Héloïse sentit une vague de protestation monter en elle, mais elle se contint. « Bien sûr, » répondit-elle simplement, masquant son trouble. Le soir même, Héloïse se retrouva à regarder des photos sur son téléphone. Elle avait pris quelques clichés discrets des paysages lors de son séjour en Provence. En les revisitant, elle sentit une envie irrésistible de retourner là-bas. « Il faut que je voie par moi-même », murmura-t-elle. Le week-end suivant, sans prévenir son père, elle prit la route pour la Provence. Cette fois, elle était seule, et la sensation de liberté l'envahit dès qu'elle quitta les limites de Paris. Lorsqu'elle arriva à la ferme d'Olivier, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Elle gara sa voiture près du portail et marcha jusqu'à la maison. Olivier, occupé à déplacer des caisses près du hangar, leva les yeux et s'arrêta net en la voyant. « Héloïse, » dit-il. Surpris mais avec un sourire sincère, « Je ne pensais pas vous revoir si tôt. »« Moi non plus, » répondit-elle, un peu gênée. « Mais j'avais besoin de prendre l'air. Vous avez choisi le bon endroit, » dit-il en s'approchant. « Que diriez-vous d'une promenade avant que la nuit tombe ?» Elle hocha la tête. Reconnaissante de son accueil chaleureux, ils marchèrent à travers les vignes, les feuilles bruissant doucement sous la brise du soir. Olivier lui montra les endroits qu'ils n'avaient pas eu le temps de visiter la dernière fois. Un vieux pressoir à vin, datant de plusieurs siècles, une petite chapelle en pierre cachée au sommet d'une colline, et un ruisseau cristallin qui serpentait à travers la propriété. « Cet endroit est magnifique, » dit-elle, son admiration évidente dans sa voix. « Il l'est » répondit-il, son regard fixé sur les collines au loin. « Mais il faut se battre pour le garder ainsi. Les temps sont durs, et les grandes entreprises immobilières lorgnent de plus en plus sur des terrains comme celui-ci. » Héloïse sentit une vague de culpabilité. Elle savait que son père faisait partie de ces entreprises, mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de l'admettre à Olivier. « Et vous, pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-il soudain, la regardant intensément. Elle hésita, cherchant les mots. « Je ne sais pas exactement, mais être ici me fait me sentir différente, comme si je pouvais enfin respirer. » Olivier hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Parfois, il suffit de s'éloigner pour comprendre ce qui compte vraiment. Après la promenade, ils retournèrent à la maison, où Olivier insista pour préparer un dîner simple mais délicieux. Héloïse, peu habituée à participer, proposa timidement de l'aider. « D'accord, » dit-il en riant. « Vous pouvez éplucher ces pommes de terre, mais attention, c'est un travail sérieux. » Elle rit à son tour, trouvant un plaisir inattendu dans cette tâche banale. Pendant qu'ils cuisinaient, ils parlèrent de tout et de rien, apprenant peu à peu à se connaître. Olivier lui parla de son enfance à la ferme, des étés passés à courir dans les champs et des hivers rudes où il fallait travailler sans relâche pour entretenir les terres. « Et vous, quels souvenirs avez-vous de votre enfance ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Des souvenirs différents. Mon père est un homme très occupé. Il attendait de moi que je sois parfaite en tout.
C'est beaucoup de pression, observa-t-il. Oui, dit-elle doucement. Mais ici, avec vous, je me sens libre. Alors qu'ils partageaient le repas, la lune pleine s'élevait lentement dans le ciel, projetant une lumière argentée à travers les fenêtres. Pour Héloïse, ce moment représentait une rupture totale avec tout ce qu'elle avait connu, mais elle savait que cette tranquillité ne durerait pas. L'ombre de son père planait toujours sur elle, et elle se demandait combien de temps elle pourrait garder ce refuge secret. Le lundi matin, Héloïse était de retour dans les bureaux modernes et étincelants de Moreau Immobilier. L'éclat des grandes baies vitrées et le bruit feutré des chaussures sur le marbre poli ne faisaient qu'amplifier son sentiment de déconnexion. Assise à son bureau, elle feuilletait distraitement les rapports que son père lui avait confiés. Les chiffres, si importants pour Claude, semblaient vides de sens pour elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à la chaleur de la maison d'Olivier, au rire franc qu'ils avaient partagé en épluchant des pommes de terre, et à l'authenticité du monde qu'il lui avait montré. Héloïse appela la voix ferme de Claude, rompant le fil de ses pensées. « As-tu avancé sur le dossier de la Provence ?» Elle releva les yeux, rencontrant le regard scrutateur de son père. « Oui, je m'y attelle. Bien, je veux que tu sois prête pour notre prochaine visite. Cette région est une opportunité rare, et je compte sur toi pour en tirer le meilleur parti. » Un nœud se forma dans l'estomac d'Héloïse. Elle savait que son père voyait la Provence comme une terre à conquérir. Sans considération pour ceux qui y vivaient, le soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un bouquet de fleurs livré à sa porte. La carte attachée portait un simple message. « Merci pour ce week-end, Olivier. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. Ces quelques mots réchauffèrent son cœur d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle posa le bouquet sur sa table basse et resta un moment à contempler les fleurs, perdue dans ses pensées. Pourtant, une ombre planait sur cette douce parenthèse. Elle savait que si son père découvrait sa connexion avec Olivier, il ferait tout pour y mettre fin. Claude n'avait jamais toléré qu'elle s'éloigne du chemin qu'il avait tracé pour elle. Quelques jours plus tard, Claude annonça leur prochain voyage en Provence. « Nous devons finaliser les négociations sur plusieurs terrains. Je veux que tu sois présente pour observer et apprendre. » Héloïse hocha la tête, mais son cœur se serra. Elle savait qu'il retournerait dans la région où se trouvait la ferme d'Olivier. Elle craignait de croiser son regard sous les yeux intrusifs de son père. Lorsqu'ils arrivèrent dans un petit village pittoresque, Claude retrouva rapidement son rôle de négociateur impitoyable. Les habitants, réunis dans une salle municipale, semblaient nerveux face à cet homme qui incarnait le pouvoir et l'ambition. « Ces terres ont un potentiel immense », déclarait Claude avec son assurance habituelle. « Nous offrons des compensations généreuses et des opportunités de développement pour tous. » Héloïse, assise en retrait, observait les visages des villageois. Beaucoup semblaient réticents, leurs regards emplis d'inquiétude. Elle sentit une vague de honte en réalisant qu'elle représentait, malgré elle, cette force perturbatrice, après la réunion, alors que Claude discutait avec les représentants locaux. Héloïse profita d'un moment d'inattention pour sortir prendre l'air. Elle marcha dans les ruelles pavées, ses pensées tourbillonnant. C'est alors qu'elle le vit. Olivier se tenait à quelques mètres, près d'un marché en plein air, discutant avec un marchand. Leur regard se croisa, et il s'approcha lentement, un sourire surpris mais chaleureux sur le visage. « Héloïse, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Moi non plus, » répondit-elle. Un mélange de joie et d'appréhension dans la voix. « Vous êtes venue avec votre père, je suppose ?» demanda-t-il, son ton devenant légèrement plus sérieux. Elle hocha la tête, incapable de cacher son malaise. « Oui, il travaille sur un projet dans la région. »« Je vois, » dit-il simplement, bien qu'une lueur d'inquiétude traversât son regard. Ils marchèrent un moment dans le village, évitant les sujets trop sensibles. Olivier lui montra un vieux moulin et parla des traditions locales, essayant de détendre l'atmosphère. « Je voulais vous remercier pour les fleurs, » dit-elle finalement. C'était une belle surprise. « Je suis content qu'elles vous aient plu, » répondit-il avec un sourire. Mais l'instant fut interrompu par une voix autoritaire derrière eux. « Héloïse !» Elle se retourna pour voir Claude s'avancer, son visage fermé. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, ses yeux se posant brièvement sur Olivier avec suspicion. « Je prenais juste l'air, » répondit-elle, tentant de rester calme. « Nous avons fini ici. Il est temps de partir. »
déclara-t-il sans laisser de place à la discussion. Avant de suivre son père, Héloïse se tourna vers Olivier. « Merci encore, pour tout. » Il hocha la tête, son expression sérieuse. « Prenez soin de vous. » Sur le chemin du retour, Claude restait silencieux. Mais Héloïse pouvait sentir sa colère sous-jacente. Enfin, il brisa le silence. « Qui était cet homme ? Juste quelqu'un que j'ai rencontré lors de la tempête, » répondit-elle prudemment. « Je ne veux pas que tu perdes ton temps avec ce genre de personne, » déclara-t-il sèchement. Ces mots la blessèrent. Mais elle serra les dents, refusant de réagir. Elle savait que ce n'était que le début des confrontations à venir. Alors qu'ils traversaient les paysages pittoresques de la Provence, Héloïse sentit un poids grandir dans sa poitrine. Elle se demandait combien de temps elle pourrait encore jongler entre les attentes de son père et les sentiments naissants qu'elle avait pour Olivier. De retour à Paris, l'atmosphère dans la maison des Moreau était plus tendue que jamais. Claude, bien que silencieux, observait Héloïse de près, son regard lourd de suspicion. Elle, de son côté, faisait de son mieux pour éviter de croiser son père, mais Claude n'était pas homme à ignorer ses doutes. Dès son arrivée au bureau, il demanda à l'un de ses collaborateurs de faire des recherches approfondies sur Olivier et sa ferme. « Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cet homme et ses terres », ordonna-t-il avec son ton autoritaire habituel. « S'il possède quelque chose qui pourrait interférer avec nos projets, je veux le savoir immédiatement. » Pendant ce temps, Héloïse tentait de retrouver un semblant de normalité dans son quotidien, mais les souvenirs de ces moments passés en Provence, et surtout avec Olivier, la hantaient. Elle n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un auparavant. Quelques jours plus tard, alors qu'elle examinait des dossiers dans son bureau, Claude entra brusquement, une expression grave sur le visage. « Héloïse, » commença-t-il sans préambule, « nous devons parler de cet homme que tu as rencontré en Provence. » Son cœur se serra. Elle posa les documents qu'elle tenait et fixa son père. « Que veux-tu dire ? J'ai fait quelques recherches. Cet Olivier Dubois possède une propriété importante dans la région où nous prévoyons de développer notre projet. Ces terres sont stratégiques et il refuse catégoriquement de vendre. » Héloïse sentit une vague de colère monter en elle. Peut-être qu'il a ses raisons. Tout le monde n'est pas intéressé par l'argent, papa. Claude fronça les sourcils, son ton devenant plus tranchant. Ne sois pas naïve, Héloïse. Tout le monde a un prix. C'est simplement une question de trouver la bonne approche. Et si certaines choses n'avaient pas de prix, rétorqua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Claude la regarda fixement pendant un long moment, avant de finalement détourner les yeux. Je vais m'occuper de cette affaire. Et toi, je te conseille de rester en dehors de tout ça. Plus tard dans la soirée, Héloïse, bouleversée, composa le numéro d'Olivier. Elle hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel, mais lorsqu'elle entendit sa voix à l'autre bout du fil, un sentiment de réconfort la submergea. « Olivier, c'est moi, Héloïse. Héloïse, tout va bien ?» demanda-t-il, son ton immédiatement préoccupé. « Non, pas vraiment, » répondit-elle, essayant de contenir ses émotions. « Mon père, il prévoit de te faire pression pour vendre tes terres. » Un silence s'installa, lourd de tension. « Je m'y attendais, » dit finalement Olivier, son ton calme mais résolu. « Ce n'est pas la première fois qu'un grand groupe essaie de s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas que tu sois mêlée à tout ça à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. Héloïse, et je ne céderai pas. Cette terre est tout ce qui me reste de ma famille. Ils peuvent essayer ce qu'ils veulent, mais je ne reculerai pas. » Ces mots résonnèrent en elle. Olivier, avec sa force tranquille, lui rappelait tout ce qu'elle admirait chez lui. Les jours suivants furent marqués par une escalade de tension. Claude envoya des avocats et des représentants à la ferme d'Olivier pour tenter de le convaincre de vendre. Ils lui proposèrent des sommes faramineuses, mais Olivier resta inflexible. « Vous perdez votre temps », leur disait-il à chaque fois. « Je ne vends pas. » Héloïse suivait cette situation de près. Bien qu'elle essayât de rester discrète, elle savait que son père finirait par comprendre qu'elle soutenait Olivier, et cela ne ferait qu'aggraver les choses. Un soir, lors d'un dîner, Claude aborda directement le sujet. « Tu sais, Héloïse, ce Dubois est plus têtu que je ne le pensais. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de le faire plier. » Héloïse posa ses couverts, son appétit complètement disparu. « Pourquoi insister, papa ? Pourquoi ne pas respecter son choix ? Parce que ces terres sont nécessaires pour notre projet, » répondit-il froidement.
Et je ne laisserai pas un simple fermier entraver mes plans. Elle le regarda, dégoûtée par son mépris. Tu parles de lui comme s'il n'était rien, mais ce simple fermier est bien plus humain que tu ne le seras jamais. Claude resta bouche bée un instant, choqué par son audace. Puis, avec un calme glacial, il déclara « Tu es jeune et idéaliste, Héloïse. Un jour, tu comprendras que le monde ne fonctionne pas comme tu le crois. » Cette nuit-là, Héloïse prit une décision. Elle ne pouvait plus rester passive. Si son père voulait déclarer la guerre à Olivier, alors elle ferait tout pour le protéger. Alors qu'elle regardait la ville illuminée depuis sa fenêtre, elle se promit qu'elle ne laisserait pas Claude détruire ce qui faisait d'Olivier ce qu'il était. Claude Moreau n'était pas un homme habitué à l'échec. Chaque obstacle sur son chemin avait toujours été une opportunité de démontrer sa supériorité. Olivier Dubois et ses terres ne seraient pas une exception. Dans son bureau, entouré de dossiers et de plans détaillés, Claude convoqua son équipe juridique pour une réunion stratégique. « Nous allons mettre la pression », annonça-t-il d'un ton impérieux. « Si cet homme refuse de vendre, nous lui ferons comprendre qu'il n'a pas d'autre choix. » Les avocats hochèrent la tête en silence, bien conscients que désobéir à Claude n'était pas une option. Pendant ce temps, à la ferme, Olivier continuait son travail quotidien, mais il ne pouvait ignorer la menace qui pesait sur lui. Les visites incessantes des représentants de Moreau Immobilier l'avaient déjà fatigué, mais il savait que ce n'était que le début. Un matin, alors qu'il chargeait des caisses de raisin dans son camion, un homme en costume noir apparut au bout de l'allée poussiéreuse. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-il d'une voix affable, tendant une carte de visite. « Je suis ici au nom de Moreau Immobilier. » Olivier resta silencieux, se contentant de croiser les bras. « Nous comprenons votre attachement à cette propriété, mais je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement qui vous satisfera. »« Je ne vends pas, » répondit Olivier calmement mais fermement. L'homme sourit, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Permettez-moi de vous rappeler que refuser une offre aussi généreuse pourrait avoir des conséquences regrettables. Vous pourriez faire face à des complications juridiques. » Olivier avança d'un pas, ses yeux brillants de défi. « Faites ce que vous voulez. Ces terres ne sont pas à vendre. » L'homme recula légèrement, visiblement déstabilisé. « Très bien, nous reviendrons. » Héloïse, de son côté, ne pouvait pas rester en marge de la bataille qui se préparait. Elle savait que Claude ne reculait jamais, et chaque nouvelle attaque contre Olivier la rendait plus déterminée à intervenir. Une nuit, elle appela Olivier pour lui donner un avertissement. « Olivier, mon père ne s'arrêtera pas. Il fera tout pour te pousser à vendre. »« Je le sais, » répondit-il d'une voix calme. « Mais il n'a pas encore compris que je ne cède pas à ce genre de pression. »« Et s'il utilise des moyens illégaux ?» demanda-t-elle. Inquiète ? Alors, je me battrai. Je n'ai pas peur de lui, Héloïse. Elle resta silencieuse un moment, admirant sa résilience mais craignant pour lui. Claude intensifia rapidement son offensive. Quelques jours plus tard, Olivier reçut une lettre officielle de Moreau Immobilier, l'accusant d'empiéter sur des terrains voisins prétendument possédés par l'entreprise. « Des absurdités », murmura Olivier en lisant la lettre. Mais il savait que ce genre de tactique pouvait entraîner de longues batailles juridiques, coûteuses et épuisantes. Il décida de consulter un avocat local, mais les conseils furent peu encourageants. « Vous avez raison de dire que leurs accusations sont infondées », expliqua l'avocat. « Mais ils ont les moyens de prolonger le litige indéfiniment. Cela pourrait vous ruiner avant même que vous n'ayez une chance de gagner. » Olivier serra les dents. Il ne laisserait pas Claude Moreau le détruire sans se battre. Pendant ce temps, Héloïse observait les actions de son père avec un mélange de colère et de désespoir. Lors d'un dîner familial, elle décida de confronter Claude directement. « Papa, pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle, posant ses couverts avec force. « Faire quoi exactement ?» répondit-il, feignant l'ignorance. Intimider Olivier, envoyer des avocats et lancer des accusations ridicules. Pourquoi ne peux-tu pas simplement respecter sa décision ? Claude haussa les épaules. Parce que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, Héloïse. Tu devrais le savoir maintenant. Si je respecte ses désirs, je perds une opportunité précieuse. Et si cette opportunité détruit la vie de quelqu'un d'autre, cela ne te dérange pas ? C'est du business, dit-il froidement. Ces mots glaçants frappèrent Héloïse comme un coup de poing. Elle quitta la table sans un mot, laissant son père seul avec son verre de vin. Dans les jours qui suivirent, Héloïse commença à réfléchir à la manière dont elle pouvait aider Olivier.
Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'opposer à son père directement, mais elle pouvait trouver d'autres moyens de le contrecarrer. Elle contacta discrètement un ancien collègue, spécialisé dans les affaires immobilières. Ensemble, ils étudièrent les dossiers de Moreau Immobilier et découvrirent des irrégularités dans certains contrats. Ces informations pourraient affaiblir ta position, mais il faut être prudent, conseilla son amie. « Je n'ai pas peur, » répondit-elle. « Je ne laisserai pas mon père ruiner la vie d'Olivier. » Pendant ce temps, à la ferme, Olivier recevait le soutien inattendu de certains villageois. « Nous savons ce que représente votre combat, » lui dit un voisin. « Et nous serons là pour vous aider. » Cette solidarité donna à Olivier un nouvel élan. Il se promit de protéger sa terre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui comptèrent sur lui. Alors que Claude continuait d'intensifier ses efforts, Héloïse et Olivier comprirent qu'ils devaient unir leurs forces pour résister. Et tandis que les premières fissures apparaissaient dans l'armure de Claude Moreau, une vérité bien plus profonde commençait à émerger. Une vérité qui allait tout changer. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension constante. Héloïse se sentait piégée entre son père, dont la détermination à écraser Olivier ne faiblissait pas, et ses propres sentiments croissants pour le jeune fermier. Elle trouvait refuge dans leurs conversations nocturnes, souvent empreintes de complicité et d'honnêteté. Olivier, malgré les pressions, restait calme et résolu, ce qui ne faisait qu'accroître l'admiration qu'elle éprouvait pour lui. « Tu es incroyable », lui dit-elle une nuit, sa voix presque un murmure. « Je ne sais pas comment tu arrives à rester si fort. On n'a pas vraiment le choix, » répondit-il, un sourire dans la voix. « Quand tout ce que tu as est menacé, tu apprends vite à te battre. » Ces mots touchèrent Héloïse profondément. Elle réalisa qu'Olivier n'était pas seulement un homme résilient. Il incarnait tout ce qu'elle aspirait à être, courageux, authentique et libre. Un samedi matin, ne supportant plus l'atmosphère oppressante de Paris, elle décida de retourner en Provence. Cette fois, elle ne prévint personne, pas même Olivier. Elle voulait voir la ferme, sentir le vent chaud des collines, et être proche de lui, ne serait-ce que pour quelques heures. Lorsqu'elle arriva, Olivier travaillait dans les vignes. Il releva la tête en la voyant, visiblement surpris mais heureux. « Héloïse, » dit-il en s'approchant, « je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. »« Moi non plus, » répondit-elle, un sourire timide éclairant son visage. Ils passèrent la journée ensemble. Marchant dans les champs et partageant un pique-nique improvisé sous un grand chêne, Héloïse se sentait plus vivante que jamais, comme si la Provence avait le pouvoir de faire disparaître tous ses soucis. Mais au fond d'elle, elle savait que cette parenthèse enchantée ne durerait pas. Le soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Olivier la conduisit jusqu'à un point de vue surplombant la vallée. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », dit-il, s'asseyant sur un rocher. Héloïse s'assit à ses côtés, les jambes repliées contre sa poitrine. « C'est magnifique », murmura-t-elle, les yeux rivés sur le paysage. « Et toi, où vas-tu pour réfléchir ?» demanda-t-il. Elle rit doucement. « À Paris, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Tout est tellement bruyant, tellement rapide. Peut-être que tu as besoin de ralentir, » suggéra-t-il. Elle tourna la tête vers lui et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Olivier tendit la main, hésitant légèrement, puis la posa doucement sur la sienne. « Héloïse » murmura-t-il, sa voix teintée d'une émotion qu'il ne pouvait cacher. Elle répondit en serrant ses doigts, son cœur battant à tout rompre. Olivier, sans réfléchir davantage, elle se pencha vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, mais empreint d'une intensité inédite. Cette nuit-là, Héloïse resta à la ferme. Ils parlèrent pendant des heures, partageant leurs rêves et leurs peurs. Pour la première fois, Héloïse se permit d'imaginer un futur loin des attentes de son père. Un futur où elle pourrait être elle-même. Mais cette bulle de bonheur fut brusquement éclatée le lendemain matin, lorsqu'une voiture noire apparut au bout de l'allée. Claude sortit de la voiture, furieux, son regard flamboyant de colère. « Héloïse » appela-t-il en marchant rapidement vers la maison. Elle sortit, les joues rouges de honte et d'appréhension. Olivier, debout à ses côtés, serra la mâchoire en voyant l'expression de Claude. « Que fais-tu ici » demanda Claude d'une voix glaciale. « Je suis venue voir Olivier » répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Ce n'est pas un endroit pour toi » s'écria-t-il, ignorant délibérément Olivier.
Rentre à Paris immédiatement. Non, papa, répondit-elle, croisant les bras. Je ne vais nulle part. Claude se tourna vers Olivier, le regard rempli de mépris. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais ça s'arrête ici. Ma fille ne se mêlera pas à un homme comme toi. Olivier resta calme. Bien que ses poings soient serrés, avec tout le respect que je vous dois, monsieur Moreau, Héloïse est libre de faire ses propres choix. Claude éclata de rire, un rire froid et sans joie. Libre. Tu ne sais rien de ma fille, elle appartient à un monde que tu ne comprendras jamais. Et si je ne veux plus appartenir à ce monde ? Intervint Héloïse. Sa voix forte et claire, Claude se figea, déconcerté par sa déclaration. Mais au lieu de répondre, il tourna les talons et retourna à sa voiture. Avant de partir, il lança une dernière menace. « Tu regretteras ce choix, Héloïse », lorsque la poussière soulevée par la voiture de Claude se dissipa. Olivier posa une main réconfortante sur l'épaule d'Héloïse. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, bien que les larmes menacèrent de couler. « Oui, mais je sais que ce n'est que le début. Alors nous nous battrons ensemble », répondit-il avec un sourire rassurant. Et dans ce moment de calme après la tempête, Héloïse sut qu'elle avait pris la bonne décision. Même si le chemin à venir serait semé d'embûches, de retour à Paris, Héloïse savait que son père ne reculerait pas. Claude Moreau était un homme de pouvoir, habitué à manipuler les situations et les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Cette fois, cependant, il faisait face à une opposition inattendue. Sa propre fille, pendant plusieurs jours, Claude ignora ostensiblement Héloïse, préférant concentrer son énergie sur ses plans pour la Provence. Mais lorsqu'il convoqua un dîner en tête-à-tête dans un restaurant chic, elle sut que ce n'était pas un simple geste paternel. « Héloïse, commença-t-il après que le serveur eut pris leur commande, « je pense que nous avons besoin de parler sérieusement. » Elle posa sa fourchette, croisant les bras. « De quoi veux-tu parler, papa ?»« De ce jeune homme ?» répondit-il avec une pointe de mépris. « Je comprends que tu sois curieuse. Mais tu es en train de faire une erreur. Tu ne réalises pas à quel point cela pourrait te nuire. »« Me nuire », répéta-t-elle, piquée au vif. « Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de costume à 5 000 € ou de bureau dans un gratte-ciel. » Claude soupira, son ton devenant plus froid. « Ce n'est pas une question de superficialité. Héloïse, ce garçon n'a rien à offrir. Et toi, tu as un avenir brillant devant toi. Ne gâche pas tout pour une illusion. » Elle sentit la colère monter, mais elle la maîtrisa. « Olivier est bien plus que ce que tu penses. Il est authentique, papa. Il se bat pour ce qui compte, et il ne se laisse pas acheter. » Claude resta silencieux un moment, son regard dur fixé sur elle. « Très bien. Si tu veux vraiment découvrir la réalité, je vais te montrer qui il est vraiment. » Quelques jours plus tard, Claude intensifia ses efforts pour faire pression sur Olivier. Cette fois, il tenta une nouvelle approche. Discréditer le jeune fermier, il envoya des enquêteurs pour fouiller dans le passé d'Olivier, cherchant la moindre faiblesse qu'il pourrait exploiter. Mais Olivier était irréprochable. Tout ce qu'ils découvrirent, c'était un homme honnête, travailleur et profondément attaché à sa terre. Cela n'arrêta pas Claude, qui décida alors d'utiliser une autre tactique, séduire Héloïse avec un prétendant plus convenable. Un soir, Héloïse reçut une invitation de son père pour une soirée de gala. « Ce sera une excellente occasion de te reconnecter avec certaines personnes influentes », lui dit-il avec un sourire calculé. Elle hésita, mais finit par accepter, curieuse de voir ce qu'il manigançait. Lorsqu'elle arriva au gala, vêtue d'une élégante robe noire, elle fut immédiatement introduite à un homme que son père présentait avec enthousiasme. Antoine Lavallée, un jeune entrepreneur à succès. Antoine était charmant, poli et manifestement intéressé par Héloïse, mais malgré ses efforts pour capter son attention, elle ne pouvait s'empêcher de comparer chaque mot qu'il disait à la sincérité brute d'Olivier. « Votre père parle beaucoup de vous », dit Antoine en souriant. « Il est très fier de tout ce que vous accomplissez. » Elle esquissa un sourire forcé. « Mon père a beaucoup d'attentes, c'est sûr. » Antoine, visiblement mal à l'aise avec son ton, tenta de changer de sujet, mais Héloïse n'avait plus envie de faire semblant. Pendant ce temps, Olivier continuait de recevoir des visites de représentants envoyés par Claude. Cette fois, ils proposèrent non seulement de l'argent, mais aussi des promesses de partenariat avantageux pour développer ses terres. « Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec nos ressources », déclara l'un d'eux. « Vous pourriez moderniser votre exploitation, augmenter votre production. » Olivier les interrompit, sa voix ferme. « Je ne suis pas intéressé,
Ces terres ne sont pas à vendre et je ne les utiliserai pas pour servir les intérêts de Moreau Immobilier. Le ton des visiteurs devint plus insistant, presque menaçant, mais Olivier resta inflexible, refusant de se laisser intimider. Lorsqu'Héloïse apprit que son père avait intensifié ses efforts contre Olivier, elle confronta Claude directement. « Comment peux-tu être aussi cruel ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Il ne veut pas vendre et tu continues à le harceler. » Claude, assis derrière son bureau, ne leva même pas les yeux de ses papiers. « C'est une affaire, Héloïse, rien de personnel. »« Rien de personnel » s'écria-t-elle. « Tu es en train de détruire la vie d'un homme juste pour obtenir ce que tu veux. » Il posa enfin son stylo et la regarda fixement. « Cet homme n'a rien à voir avec toi. Je fais ce qu'il faut pour protéger notre entreprise et ton avenir. Peut-être que je ne veux pas de cet avenir, » répliqua-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Claude resta silencieux, mais ses yeux trahissaient un mélange de colère et de confusion. Après cette confrontation, Héloïse se précipita hors du bureau et appela Olivier. « Je dois te voir », dit-elle d'une voix tremblante. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir », avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Mon père est implacable. » Olivier lui prit la main, son regard rempli de détermination. « Tu n'es pas seule, Héloïse. Peu importe ce qu'il essaie de faire, je ne te laisserai pas affronter cela toute seule. » Elle hocha la tête, sentant un élan de courage renaître en elle. Ensemble, ils étaient battus plus forts, et elle savait qu'ils devaient continuer à se battre. Peu importe les obstacles, malgré leurs efforts pour résister, Héloïse et Olivier sentèrent le poids croissant de la pression exercée par Claude. Chaque nouvelle tentative de son père pour déstabiliser Olivier semblait plus calculée et impitoyable que la précédente. Un après-midi, alors qu'Olivier travaillait dans une vieille grange, il découvrit une boîte poussiéreuse enfouie sous des planches. Intrigué, il la tira doucement, essuyant la saleté accumulée. À l'intérieur, il trouva des lettres anciennes, soigneusement attachées par une ficelle. Ces lettres portèrent le nom de sa mère, Isabelle Dubois, et semblaient dater de plusieurs décennies. En les lisant, son cœur s'arrêta. Elles révélaient une correspondance entre sa mère et un avocat local, détaillant une bataille juridique qu'elle avait menée pour protéger leurs terres. L'un des passages attira particulièrement son attention. « Monsieur Moreau a été implacable dans sa quête pour acquérir nos terres. Il a utilisé des moyens douteux pour nous intimider et nous forcer à vendre. Je crains que nous ne puissions pas tenir longtemps face à son pouvoir. » Olivier sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Ces lettres révélaient que son père avait été trahi par Claude Moreau lui-même, des années avant qu'Olivier ne prenne en charge la ferme familiale. Cette découverte bouleversa Olivier. Il partagea immédiatement cette nouvelle avec Héloïse, qui, bien que choquée, n'était pas entièrement surprise par les actions de son père. « Je savais qu'il était capable de beaucoup de choses, mais ça, murmura-t-elle en lisant les lettres, c'est impardonnable. Ces terres ont été volées à ma famille, dit Olivier, sa voix tremblant de colère. Tout ce que mon père a travaillé si dur pour construire, ton père l'a détruit. Je suis désolée, Olivier, dit Héloïse, ses yeux remplis de larmes. Je n'avais aucune idée que cela remontait si loin. Olivier posa une main réconfortante sur la sienne. Ce n'est pas de ta faute. Héloïse, mais maintenant que je sais la vérité, je ne peux pas rester silencieux. Les jours suivants, Olivier et Héloïse commencèrent à creuser plus profondément dans le passé. Avec l'aide d'un avocat local et d'un archiviste, ils mirent la main sur d'autres documents, confirmant que Claude Moreau avait utilisé des méthodes illégales pour acquérir les terres des Dubois. Les preuves s'accumulaient, faux documents, pression exercée sur les tribunaux locaux et intimidation des propriétaires de l'époque. Tout cela pourrait suffire à le traîner en justice, déclara l'avocat. Mais il faut être prêt à affronter des représailles. Héloïse hésita. Elle savait que défier son père publiquement aurait des conséquences graves, non seulement pour Olivier, mais aussi pour elle. Pourtant, elle ne voyait pas d'autre choix. « Nous devons le faire », dit-elle finalement, déterminée. Il ne peut pas continuer à agir comme s'il était intouchable. Entre-temps, Claude, bien qu'ignorant encore les découvertes d'Olivier et d'Héloïse, sentait que quelque chose se tramait. Il engagea un détective privé pour surveiller sa fille et son compagnon, espérant découvrir leur plan. Lorsqu'il apprit qu'ils avaient consulté un avocat, il comprit qu'une menace sérieuse pesait sur lui. « Il est temps de passer à l'action », dit-il à son équipe.
Je veux qu'il soit neutralisé avant qu'il ne cause de véritables dégâts. Mais ce que Claude ignorait, c'est qu'Héloïse avait anticipé ses mouvements. Elle savait que son père chercherait à les intimider et elle avait pris des précautions pour protéger les documents sensibles qu'ils avaient trouvés. Un soir, alors qu'elle et Olivier travaillaient tard dans la ferme, Héloïse reçut un appel inattendu de son père. « Héloïse, dit-il d'un ton inhabituellement calme, je pense que nous devons parler. » Elle sentit une pointe de méfiance dans sa voix. « De quoi veux-tu parler, papa ? De ce que tu fais avec Olivier ? Et de ces documents que vous avez trouvés ?» Le cœur d'Héloïse manqua un battement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ce jeu avec moi, » répondit-il froidement. « Tu es en train de creuser un trou que tu ne pourras pas reboucher. Rentre à Paris, et nous réglerons cela en famille. » Elle serra le téléphone, la mâchoire serrée. « Ce n'est plus une affaire de famille, papa. C'est une question de justice. » Claude resta silencieux un instant, avant de répondre d'un ton tranchant. « Très bien. Si tu veux jouer à ce jeu, prépare-toi à perdre. » Après avoir raccroché, Héloïse regarda Olivier, son visage pâle. « Il sait, » dit-elle simplement. Olivier posa une main rassurante sur son épaule. « Alors nous devons être plus rapides. Nous ne pouvons pas lui laisser l'avantage. » Le lendemain, ils déposèrent officiellement une plainte contre Claude Moreau, accompagnée des preuves qu'ils avaient rassemblées. Ce fut un moment de soulagement pour Héloïse, mais aussi de peur. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer et que son père n'allait pas céder facilement. Pour Olivier, cependant, ce fut un moment de justice tant attendu. Il n'était plus seulement un fermier défendant ses terres, il devenait le défenseur de l'héritage de sa famille. Et alors que les premières répercussions de leur plainte commençaient à se faire sentir, une nouvelle question émergea dans l'esprit d'Héloïse. Jusqu'où son père était-il prêt à aller pour protéger son empire ? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. La plainte déposée contre Claude Moreau avait immédiatement attiré l'attention des médias locaux. Les titres des journaux commençaient à évoquer des accusations de pratiques douteuses dans l'immobilier, et un magnate sous pression, Claude, furieux, rassembla son équipe juridique pour une réunion de crise. « Nous devons minimiser les dégâts », ordonna-t-il d'un ton tranchant. « Démentez tout et attaquez leur crédibilité. Olivier Dubois n'est qu'un fermier insignifiant, et ma fille, elle traverse une phase. » Un des avocats hésita avant de répondre. « Monsieur Moreau, les preuves qu'ils ont rassemblées sont solides. Si cela devient public, cela pourrait gravement nuire à votre réputation. » Claude fixa l'homme avec un regard glacial. « Alors faites en sorte que cela n'arrive jamais. » Pendant ce temps, Héloïse et Olivier tentèrent de rester calmes face à la tempête qui approchait. Ils savaient que Claude n'allait pas se contenter de défendre son empire. Il chercherait également à les diviser. « Tu penses qu'il peut nous atteindre ici ?» demanda Olivier une nuit. Assis avec Héloïse dans la cuisine de la ferme, « Il peut tout faire », répondit-elle avec une tristesse dans la voix. « Mais nous devons rester unis, c'est notre seule chance. » Elle posa sa main sur la sienne, et Olivier serra doucement ses doigts, comme pour lui rappeler qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Le lendemain, Claude prit une nouvelle approche. Il convoqua Héloïse dans son bureau au siège de Moreau Immobilier. Lorsqu'elle arriva, il était assis derrière son imposant bureau, une expression calculée sur le visage. « Assieds-toi », dit-il, d'une voix étonnamment calme. Elle obéit, méfiante. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il après un moment de silence. « Pourquoi je fais quoi ?» répliqua-t-elle, les bras croisés. « Tu es ma fille », continua-t-il. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour que tu aies un avenir sécurisé. Et toi, tu te ligues contre moi pour un fermier. » Elle serra les poings. « Ce n'est pas une question de fermier ou de quoi que ce soit d'autre. C'est une question de justice. Tu as volé ces terres, papa. Tu as détruit des vies. » Claude éclata de rire, mais son rire était amer. « Justice. Tu crois vraiment que le monde fonctionne comme ça ? Ce que j'ai fait, c'était du business. Rien de plus. Ce que tu as fait, c'était de la corruption, » rétorqua-t-elle. « Et maintenant, tu dois en payer le prix. » Claude se leva brusquement, frappant la table du poing. « Tu es naïve, Héloïse. Tu crois que tu peux me détruire avec quelques lettres et des accusations. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte de bâtir un empire. » Elle le regarda fixement, les yeux brillants de colère. « Et toi, tu n'as aucune idée de ce que ça coûte de rester humain. » Alors qu'Héloïse quittait le bureau, elle se sentit à la fois vidée et plus déterminée que jamais.
Claude avait montré son vrai visage, et elle savait maintenant qu'il ne reculerait devant rien pour protéger son empire. De retour à la ferme, elle trouva Olivier en train de travailler dans les vignes. Il releva la tête en la voyant, son regard plein de questions. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, s'essuyant les mains sur son pantalon. Elle soupira. « Comme je m'y attendais, il refuse de reconnaître ses torts, mais je crois qu'il commence à se sentir acculé. » Olivier hocha la tête. « Alors, c'est à nous de ne pas céder. » Le lendemain, Claude passa à l'offensive. Il organisa une conférence de presse où il dénonça publiquement les accusations portées contre lui. « Ces allégations sont sans fondement », déclara-t-il devant les caméras. « Il s'agit d'une tentative désespérée de nuire à ma réputation, orchestrée par des individus mal intentionnés. » Mais alors qu'il parlait, un journaliste dans la foule leva la main. « Monsieur Moreau, comment expliquez-vous les documents récemment divulgués qui montrent des irrégularités dans vos acquisitions en Provence ?» Claude resta impassible. Mais ses yeux trahissaient une lueur de panique. « Ces documents sont falsifiés », répondit-il sèchement. « Je suis confiant que la vérité prévaudra. » Pendant ce temps, Héloïse et Olivier suivaient la conférence de presse à la télévision. « Il ment avec un tel aplomb », murmura-t-elle, à la fois fascinée et révoltée. « C'est son talent », répondit Olivier. « Mais il ne peut pas cacher la vérité indéfiniment. » Le téléphone d'Héloïse vibra soudainement. C'était un message d'un ancien collègue de son père. « Fais attention, Héloïse. Ton père prépare quelque chose de gros. Il ne va pas s'arrêter là. » Elle sentit un frisson parcourir son dos. « Olivier, » dit-elle en lui montrant le message. « Il va tenter quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ça ne sera pas beau. » Cette nuit-là, alors qu'ils réfléchissaient à leurs prochaines étapes, Héloïse réalisa à quel point elle était allée loin pour protéger ce qu'elle croyait juste. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. « Peu importe ce qu'il essaie de faire, » dit-elle avec détermination. « Nous devons continuer. Pour ta famille, pour ces terres, et pour nous. » Olivier acquiesça, serrant sa main dans la sienne. « Nous continuerons ensemble. » Les jours suivants furent marqués par une escalade des tensions. Alors que Claude mobilisait toutes ses ressources pour discréditer Olivier et Héloïse, les deux amoureux, eux, continuaient à rassembler des preuves et à construire leur dossier. Mais une surprise inattendue allait changer la donne. Un matin, Héloïse reçut un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Hésitante, elle répondit « Bonjour Héloïse », dit une voix familière, mais qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. C'est Marie. Marie était une ancienne secrétaire de Claude, partie il y a plusieurs années après une dispute avec lui. Sa voix portait une note d'urgence. « Marie, pourquoi m'appelles-tu ? Je sais ce que tu fais contre ton père, et je veux t'aider. » répondit-elle. Héloïse resta silencieuse, abasourdie. « J'ai vu des choses, Héloïse. Quand je travaillais pour lui, j'ai été témoin de ses pratiques. Il me faisait rédiger des contrats douteux et signer des documents en son nom. J'ai gardé des copies de certains de ses papiers. « Tu es sérieuse ?» demanda Héloïse, sentant une lueur d'espoir. « Absolument. J'ai quitté mon poste parce que je ne pouvais plus supporter ce qu'il me demandait de faire, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait me faire si je parle. Nous pouvons te protéger, » assura Héloïse. Ces documents pourraient tout changer. Quelques jours plus tard, Héloïse et Olivier rencontrèrent Marie dans un café discret à la périphérie de Paris. Marie arriva avec un dossier épais, visiblement nerveuse. « Je n'aurais jamais imaginé devoir faire ça, » dit-elle en leur tendant le dossier. « Mais il est temps que la vérité éclate. » Les documents qu'elle apportait étaient accablants. Ils confirmaient non seulement les pratiques douteuses de Claude, mais aussi des fraudes flagrantes concernant l'acquisition des terres des Dubois. « C'est suffisant pour l'attaquer en justice, » déclara Olivier en feuilletant les pages. « Tu es courageuse, Marie, » ajouta Héloïse, reconnaissante. « Je fais ce qui est juste, » répondit-elle. « Et puis, ton père doit comprendre qu'il ne peut pas toujours tout contrôler, » armé de ces nouvelles preuves. Héloïse et Olivier retournèrent voir leur avocat. Ce dernier, impressionné par la qualité des documents, leur confirma que cela renforçait considérablement leur dossier. Si cela est présenté devant un tribunal, Claude Moreau aura du mal à se défendre, expliqua-t-il. Mais Olivier et Héloïse savaient que Claude ne resterait pas les bras croisés. Il avait encore des alliés puissants, et ses méthodes devenaient de plus en plus agressives. De son côté, Claude sentait la situation lui échapper. Les rumeurs concernant ses pratiques malhonnêtes s'étaient intensifiées.
et certains de ses partenaires d'affaires commençaient à prendre leur distance. Lors d'une réunion tendue avec ses conseillers, il apprit que plusieurs investisseurs clés envisageaient de se retirer. « Si cette affaire va jusqu'au tribunal, nous risquons de perdre beaucoup », avertit un conseiller. « Je ne perdrai rien », s'écria Claude, frappant la table du poing. Il faut trouver un moyen de les faire taire. Mais même parmi ses alliés, certains commençaient à douter de sa capacité à contenir la situation. Pendant ce temps, Héloïse et Olivier reçurent une autre aide inattendue. Des villageois de la région, conscients de leur combat, commencèrent à témoigner en leur faveur. « Nous savons tous ce que Claude Moreau a fait ici », déclara un homme lors d'une réunion à la ferme d'Olivier. « Il a écrasé des familles entières pour construire ses projets. Si vous avez besoin de notre soutien, nous sommes là. » Ces témoignages renforcèrent encore leur détermination. Héloïse, émue par cette solidarité, sentit que leur cause devenait plus grande qu'elle-même ou Olivier. Ils se battaient non seulement pour leur amour, mais aussi pour la justice et l'intégrité. Cependant, l'alliance entre Héloïse et Olivier fut mise à l'épreuve lorsque Claude tenta une dernière manipulation. Un soir, il apparut sans prévenir à la ferme d'Olivier. « Héloïse, dit-il, son ton étrangement calme, nous devons parler. » Elle croisa les bras. Méfiante, « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Claude soupira, jouant la carte du père concerné. « Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais cette guerre n'est pas bonne pour toi. Tu risques de perdre tout ce que tu as, ce que j'ai, » répondit-elle avec amertume. « Tout ce que j'ai jamais eu, c'est ce que tu m'as imposé. Pour la première fois, je me bats pour ce que je veux vraiment. » Claude regarda Olivier, debout à ses côtés. « Et toi, dit-il, tu es prêt à détruire cette famille pour tes terres. » Olivier ne se laissa pas intimider. « Je ne détruis rien, monsieur Moreau. C'est vous qui avez détruit la mienne il y a des années. » Claude resta silencieux. Son masque de contrôle s'effritant légèrement, puis, d'un ton plus froid, il déclara « Très bien, si vous voulez la guerre, vous l'aurez. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui une tension palpable. Cette confrontation marqua un tournant. Héloïse et Olivier savaient que la bataille à venir serait difficile. Mais ils n'étaient plus seuls. Avec l'épreuve de Marie, le soutien des villageois et leur propre détermination, ils étaient prêts à affronter tout ce que Claude leur réservait. Et quelque part, dans les profondeurs de son cœur, Héloïse espérait que son père finirait par comprendre qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Le vent chaud de la Provence balayait les champs de vignes. Mais à la ferme d'Olivier, l'atmosphère était lourde. Les jours qui précédèrent l'audience étaient marqués par une activité frénétique. Héloïse, Olivier et leur équipe d'avocats travaillaient jour et nuit pour organiser leurs preuves et préparer leurs témoignages. Les documents fournis par Marie étaient au cœur de leur dossier. Ils ne laissaient aucun doute sur les méthodes illégales utilisées par Claude pour s'emparer des terres des Dubois. Mais Olivier savait que la bataille ne se gagnerait pas uniquement sur le terrain légal. Il va essayer de manipuler l'opinion publique, dit-il un soir, alors qu'il discutait avec Héloïse. Ton père est un maître dans l'art de détourner l'attention. C'est pour ça que nous devons être impeccables, répondit-elle, déterminée. Chaque mot, chaque action doit refléter la vérité. S'il essaie de nous discréditer, il échouera. Claude, de son côté, continuait de jouer sa propre partie dans son luxueux bureau parisien. Il organisait des réunions stratégiques avec ses conseillers en communication. « Nous devons montrer que je suis une victime d'une attaque orchestrée par des gens jaloux de mon succès, » expliqua-t-il. « Peu importe la vérité, ce qui compte. C'est ce que les gens croient. » Ses avocats restaient sceptiques. « Monsieur Moreau, les preuves contre vous sont accablantes. Vous risquez de perdre beaucoup si cela devient public. »« Je n'ai jamais perdu, » répondit-il, son regard glacé. « Et je ne commencerai pas aujourd'hui, malgré les efforts de Claude pour garder le contrôle. » Des fissures commençaient à apparaître. Ses alliés les plus proches prenaient leur distance, craignant que cette affaire ne ternisse leur propre réputation. « Claude, » dit l'un d'eux lors d'un appel téléphonique, « peut-être que tu devrais envisager un arrangement. Si cette affaire s'aggrave, cela pourrait ruiner tout ce que tu as construit. »« Un arrangement », répéta Claude avec un rictus. « Je n'ai pas bâti un empire pour le voir détruit par un fermier et ma fille rebelle. Je ne reculerai pas. » Mais malgré sa bravade, il savait que ses options s'amenuisaient. Pendant ce temps, à la ferme, Olivier et Héloïse recevaient des visites de plus en plus fréquentes des villageois.
Chaque témoignage qu'ils recueillaient renforçait leur dossier et leur donnait une motivation supplémentaire pour continuer. « Vous n'êtes pas seulement en train de vous battre pour vous-même », leur dit une vieille femme qui avait vu sa famille expulsée par Moreau Immobilier des années auparavant. « Vous vous battez pour tous ceux qu'il a écrasés. » Ces paroles résonnèrent profondément en eux. Leur combat dépassait désormais leurs propres intérêts. La veille de l'audience, Héloïse se trouvait dans la petite chambre qu'elle occupait à la ferme. Elle relisait les notes qu'elle avait préparées pour son témoignage. Mais son esprit revenait sans cesse à son père. Elle se souvenait de l'homme qu'il avait été lorsqu'elle était enfant, avant que le pouvoir et l'ambition ne le consomment complètement. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ?» demanda Olivier en entrant doucement dans la pièce. Elle hocha la tête. « Je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'il y a encore une part de lui qui peut comprendre ce que nous faisons. »« Peut-être, » répondit-il. « Mais tu ne peux pas le sauver, Héloïse. Il doit faire face à ses propres choix. » Elle soupira. Consciente qu'il avait raison, le matin de l'audience arriva, et l'air était chargé d'anticipation. Devant le tribunal, une petite foule s'était rassemblée, composée de journalistes, de villageois et de curieux venus assister à ce qui promettait d'être un affrontement spectaculaire. Claude arriva en premier. Entouré de ses avocats, sa démarche était assurée, mais son regard trahissait une tension qu'il peinait à dissimuler. Quelques instants plus tard, Olivier et Héloïse firent leur entrée, main dans la main. Leur présence, bien que modeste, dégageait une force tranquille qui fit murmurer la foule dans la salle d'audience. Les premières heures furent consacrées à l'examen des preuves. Les documents fournis par Marie furent présentés, et leur contenu choqua même les observateurs les plus cyniques. Claude, cependant, resta impassible, son regard fixé sur l'avocat d'Olivier. Lorsqu'il fut appelé à témoigner, Olivier parla avec une sincérité qui toucha tout le monde dans la salle. Il raconta l'histoire de sa famille, les sacrifices de ses parents pour préserver leur terre, et la douleur de découvrir qu'elle leur avait été arrachée par la trahison. « Ces terres ne sont pas qu'un bien immobilier, » déclara-t-il. « Elles sont l'héritage de ma famille, un symbole de tout ce que nous avons traversé. Ce que M. Moreau a fait ne peut pas être réparé, mais la vérité doit être dite. » Quand ce fut au tour d'Héloïse de témoigner, elle sentit les regards de toute la salle se poser sur elle, y compris celui de son père. « Je me tiens ici aujourd'hui, non pas pour détruire mon père, mais pour défendre ce qui est juste, » commença-t-elle. « Toute ma vie, j'ai admiré sa force et sa détermination, mais cette force a souvent été utilisée au détriment des autres. Aujourd'hui, je choisis d'utiliser la mienne pour protéger ceux qui l'a blessée. » Claude la regarda, son visage fermé, mais quelque chose dans ses yeux semblait vaciller à la fin de la journée. Il était clair que le tribunal prenait cette affaire très au sérieux. Claude, bien qu'il continuât à nier les accusations, ne pouvait plus ignorer l'ampleur des preuves contre lui. Alors qu'ils quittèrent le tribunal, Héloïse et Olivier se sentaient épuisés mais optimistes. Ils savaient que la bataille n'était pas terminée, mais ils sentirent que la vérité avait enfin une chance de triompher. Et quelque part, dans un coin de son esprit, Héloïse espérait toujours que son père trouverait la force d'affronter ses erreurs. Les jours qui suivirent l'audience furent marqués par une frénésie médiatique. Les révélations sur les pratiques de Claude Moreau avaient éclaté au grand jour, et les journalistes se précipitaient pour couvrir chaque aspect de l'affaire. À Paris, les bureaux de Moreau Immobilier, autrefois symbole de pouvoir et de prestige, étaient plongés dans une ambiance tendue. Certains employés murmuraient à voix basse, tandis que d'autres évitaient de croiser le regard de leur patron. Claude, bien qu'il affichât toujours une façade impassible, était accablé par les répercussions. Des investisseurs clés avaient retiré leur soutien, et plusieurs clients prestigieux menaçaient de rompre leur contrat. Pour la première fois, Claude Moreau voyait son empire vaciller. De son côté, Héloïse observait tout cela avec un mélange d'émotions. Elle avait passé une grande partie de sa vie dans l'ombre de cet empire, croyant qu'il représentait la force et la réussite. Maintenant, elle voyait les fissures dans cette façade et les véritables coûts humains de ce succès. Olivier, toujours à ses côtés, restait une source constante de réconfort. Ils passèrent leur soirée à discuter de leurs plans pour l'avenir, imaginant un monde où la ferme serait un lieu de renaissance et de justice. « Penses-tu qu'il va enfin reconnaître ses torts ?» demanda-t-elle un soir, en regardant les étoiles depuis le porche de la ferme. Olivier réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que nous avons fait ce qu'il fallait. Le reste, c'est à lui de le comprendre. » Une semaine après l'audience,
Claude convoqua une conférence de presse. Les caméras étaient braquées sur lui, et le monde entier attendait de voir comment il allait répondre aux accusations. « Ces derniers jours ont été difficiles, » commença-t-il, sa voix plus posée qu'à l'habitude. « Des allégations ont été portées contre moi et contre mon entreprise. Je maintiens que beaucoup de ces accusations sont infondées, mais je reconnais aussi que des erreurs ont été commises. » Il marqua une pause. Oh, semblant chercher ses mots. « Je suis un homme qui a bâti son empire avec détermination, mais peut-être aussi avec trop d'ambition. Si mes actions ont causé du tort, je le regrette. » Pour Héloïse, qui regardait la conférence depuis la ferme, ces mots semblaient à la fois sincères et insuffisants. Claude reconnaissait à peine l'ampleur de ses actes, mais c'était un début. Quelques jours plus tard, une décision du tribunal tomba. Claude Moreau fut condamné à restituer les terres des Dubois, ainsi qu'à verser des compensations financières significatives. Cette victoire marqua un tournant pour Olivier, mais aussi pour tous ceux qui avaient souffert sous l'empire de Claude. « C'est fini », murmura Olivier en tenant la main d'Héloïse. « Non », répondit-elle doucement, « c'est le début. » Malgré la décision du tribunal, Claude refusa de rencontrer Héloïse ou Olivier. Il s'était isolé, refusant de répondre aux appels ou aux messages. Héloïse, bien que déçue, décida de lui écrire une lettre. « Papa, je ne sais pas si tu liras ces mots, mais je ressens le besoin de te parler. Ce que nous avons traversé ces derniers mois a été difficile, pour toi comme pour moi. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, car je sais que c'était la bonne chose à faire. Mais cela ne signifie pas que je ne t'aime plus. Tu m'as appris à être forte, à me battre pour ce en quoi je crois. Ironiquement, c'est cette force que j'ai utilisée contre toi. Mais ce que je veux maintenant, c'est trouver un moyen de reconstruire. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux que tes actions ont affectés. Je t'attendrai si tu décides de parler. » Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans les vignes avec Olivier, une voiture noire apparut au bout de l'allée. Claude sortit, vêtu d'un costume plus modeste que d'habitude, et s'arrêta devant eux. « Olivier, Héloïse, » dit-il, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Ils échangèrent un regard, incertains de ce qu'il allait dire. « Je suis venu pour m'excuser, » commença-t-il, les yeux baissés. « Je sais que mes mots ne suffiront jamais, mais je voulais au moins les dire. » Olivier resta silencieux, mais Héloïse s'approcha de son père, les larmes aux yeux. « Merci. »« Papa, » dit-elle simplement. Cette rencontre marqua un tournant. Claude, bien qu'il ait perdu son empire, sembla retrouver une part de son humanité. Il commença à travailler avec Olivier et Héloïse pour réparer certains des torts qu'il avait causés, non pas par obligation légale, mais par un véritable désir de rédemption. Pour Héloïse, c'était un pas vers la guérison, non seulement pour elle et son père, mais aussi pour toutes les personnes impliquées. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la décision du tribunal. La ferme des Dubois, autrefois menacée de disparition, était désormais un symbole de résilience et d'espoir. Grâce aux compensations obtenues, Olivier avait entrepris de restaurer les parties les plus anciennes de la propriété. Chaque pierre, chaque poutre semblait raconter une histoire, et il tenait à préserver ce lien avec le passé. Héloïse, elle, avait définitivement quitté Paris pour s'installer à la ferme. La transition n'avait pas été facile, mais elle s'y sentait chez elle, bien plus que dans les luxueux appartements de la capitale. Elle avait appris à apprécier la simplicité de la vie rurale, à se salir les mains et à célébrer les petites victoires quotidiennes. Un matin, alors que le soleil peignait les collines d'une lumière dorée, elle se tenait sur le porche, une tasse de café à la main. Elle regardait Olivier, déjà au travail dans les vignes. « Il ne s'arrête jamais », murmura-t-elle avec un sourire. « Et toi, tu es déjà debout ?» demanda Claude, sortant doucement de la maison. Héloïse se tourna, surprise mais heureuse de voir son père. Depuis la fin du procès, leur relation avait évolué. Claude, bien que toujours réservé, avait montré des signes de remords sincères. Il passait désormais une partie de son temps à la ferme, aidant discrètement là où il le pouvait. « J'avais besoin d'un moment de calme », répondit-elle. Claude hocha la tête. Fixant le paysage, « C'est un endroit magnifique. Je comprends pourquoi tu tiens tant à le préserver. »« Ce n'est pas qu'une question de paysage, papa, » dit-elle doucement. « C'est une question d'héritage, de mémoire. » Il resta silencieux un instant, puis soupira. « Je suis fière de toi, Héloïse, même si je n'ai pas toujours su te le montrer. »
Elle posa une main sur son bras. C'est tout ce que je voulais entendre. À la ferme. Les projets ne manquaient pas. Olivier et Héloïse travaillaient sur la création d'un centre éducatif. Un lieu où les enfants des écoles locales pourraient venir apprendre les secrets de la viticulture et l'importance de la préservation de la terre. On pourrait aussi organiser des ateliers pour les adultes, proposa Héloïse un jour, alors qu'ils planifiaient l'ouverture. Beaucoup de gens ont perdu le lien avec la nature. Ici, ils pourraient le retrouver. Olivier hocha la tête, impressionné par sa vision. « Tu es une force, Héloïse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Elle sourit, touchée. « Et toi, tu es le cœur de cet endroit. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. » La journée de l'inauguration du centre fut un moment mémorable. Les villageois, curieux et enthousiastes, s'étaient rassemblés autour de la ferme, tandis qu'Olivier et Héloïse accueillaient les premiers visiteurs. Claude, bien qu'il restât en retrait, observait avec une fierté silencieuse. Il avait contribué financièrement au projet, cherchant ainsi à expier une partie de ses erreurs. « Tu as fait un bon travail ici », lui dit un voisin qui avait autrefois été expulsé par Moreau Immobilier. Claude se tourna vers lui, surpris mais reconnaissant. « J'essaie de réparer ce que j'ai détruit. C'est le moins que je puisse faire. » Au crépuscule, alors que les derniers invités quittèrent la ferme, Héloïse et Olivier se retrouvèrent seuls. Ils s'assirent sous le vieux chêne, un verre de vin à la main, contemplant la vallée baignée par la lumière de la lune. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a accompli ?» demanda Héloïse, posant sa tête sur son épaule. « Oui, » répondit-il doucement, « mais je sais aussi que ce n'est que le début. » Ils restèrent ainsi, en silence, savourant la paix qu'ils avaient durement gagnée. Un nouveau départ des années passèrent, et la ferme devint un lieu emblématique de la région. Les visites éducatives, les ateliers et les événements communautaires attirèrent des visiteurs de toute la Provence. Et au-delà, Héloïse et Olivier, désormais mariés, travaillaient main dans la main pour faire prospérer leurs rêves. Ils avaient également fondé une famille. Et leur fils, Gabriel, apportait une nouvelle lumière à leur vie. Un matin, alors qu'ils travaillaient dans les vignes, Gabriel courut vers eux, une fleur sauvage à la main. « Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé !» cria-t-il, ses boucles brunes rebondissant sous le soleil. Héloïse s'agenouilla pour prendre la fleur, son cœur rempli de joie. « C'est magnifique, mon chéri. » Olivier, debout à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Il a ton esprit curieux, » dit-il en souriant. « Et ta détermination, » répliqua-t-elle avec tendresse. Claude, désormais retiré des affaires, passait souvent ses journées à la ferme. Jouant avec Gabriel ou lisant sous le vieux chêne, bien qu'il portât encore le poids de ses erreurs, il avait trouvé une forme de paix en contribuant à la renaissance de cette terre. Un après-midi, alors qu'il regardait Gabriel courir parmi les vignes, il murmura « Peut-être que c'est ça, le véritable héritage. La ferme des Dubois n'était plus seulement un lieu de travail, elle était devenue un symbole de réconciliation, de justice et d'espoir. Pour Héloïse et Olivier, chaque journée passée sur cette terre était un rappel de leur combat, mais aussi de la beauté qu'ils avaient reconstruite ensemble. Et pour Claude, elle représentait une seconde chance, non seulement de se racheter, mais de contribuer à un avenir meilleur.